Il est 8h32 sur BFM TV et RMC. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Écrivain, économiste, essayiste, président de France Positive, auteur de près d'une centaine d'ouvrages, dont le dernier, Histoire et avenir des villes aux éditions Flammarion. C'est vous que je voulais entendre ce matin, alors que l'histoire semble s'accélérer sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, sur le rapport des États-Unis à l'Europe, sur le rapport aussi entre la France et l'Algérie. Il y a cette phrase prêtée à Lénine, il y a des décennies où rien ne se produit et des semaines où des décennies se produisent. Il semble que l'on y soit, Jacques Attali, dans ces semaines où tout se précipite, avec Volodymyr Zelensky qui est aujourd'hui à Washington pour signer un accord qui préfigure l'armistice à venir avec la Russie, un Donald Trump qui souffle le chaud et le froid. Après avoir traité le président ukrainien de dictateur, il a salué hier la résistance ukrainienne. À quoi joue Donald Trump, Jacques Attali? Comme tout dictateur ou apprenti dictateur, il dit ce qui lui passe par la tête. Dictateur. Oui, je crois que c'est ça qui est en cause aujourd'hui. Il est en train de créer les conditions de transformer les États-Unis en dictature. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? C'est pas réglé. Ouais. Ça dépend évidemment beaucoup des résistances, c'est-à-dire du Parlement, mais qui est à sa botte, des juges qui ne sont pas à sa botte. Et je pense que le prochain affrontement brutal va être entre l'administration Trump et la machine judiciaire américaine, qui pour l'instant, avec beaucoup de courage, résiste, mais elle ne pourra pas résister si le président passe outre. Il a quand même dit que un président qui veut sauver son pays peut faire ce qu'il veut et il n'est pas contre la loi. Il est aujourd'hui en situation d'immunité absolue, il peut faire n'importe quoi. La Cour constitutionnelle, la Cour suprême ne peut rien contre lui. Et il dit tout à fait ouvertement qu'il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas un troisième mandat après. D'ailleurs, je pense que c'est absolument déterminant. S'il est en situation de ne pas être en dictature, il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut. Donc, je pense qu'il y a un moment qui approche où on verra les fondements de la démocratie américaine mis en cause, et peut-être résisteront-ils, car il y a de grandes forces qui résistent. Par exemple, à l'intérieur du Washington Post, où Jeff Bezos a interdit la liberté d'expression dans les pages opinion. Mais ce que vous nous dites est important ce matin, Jacques Attali. Vous dites les États-Unis sont sur le chemin de la dictature et Donald Trump est un apprenti dictateur. C'est un changement, c'est un changement d'air incroyable. Longtemps, c'était la plus grande démocratie du monde. Oui. On n'imaginait pas, il y a encore 4 mois, parler des États-Unis en ces termes. Moi, j'ai dit depuis très longtemps que les États-Unis, c'est le dernier pays démocratique à ne pas avoir connu une phase totalitaire. La Grande-Bretagne l'a connu avec Cromwell, la France plusieurs reprises. Donc, c'est pas invraisemblable. Or, Trump a pris le contrôle avec des moyens à la fois financiers et terrorisants du Parti démocrate et donc de l'État. Aujourd'hui, il a ce contrôle, mais il y a encore des forces de résistance, puisque, comme vous l'avez dit, les États-Unis sont une vieille démocratie, on ne peut pas y faire n'importe quoi. Mais je pense qu'il est en train d'essayer d'y faire n'importe quoi. Pour revenir au voyage de Volodymyr Zelensky à Washington, il va signer un accord dont les termes sont les suivants. S'il laisse les États-Unis exploiter les terres rares et les minerais dont elles disposent, minerais capitaux pour les nouvelles technologies et pour les armées, eh bien, en échange, les États-Unis aideront l'Ukraine à se reconstruire. Entre isolationnisme et interventionnisme, la vieille tradition américaine, il semblerait que ce que Donald Trump essaye de faire, c'est une espèce de troisième voie, une forme de quoi, d'impérialisme. Ça, c'est classique. Et d'ailleurs, cet accord si tenté qui ressemble à ce qu'on dit, parce qu'il y a eu 14 212 versions de ce texte. Au départ, ça devait être un texte à la demande de Trump où les matières rares en question servaient à payer le passé du soutien américain. Et là, ce serait pour la reconstruction. Ce serait pour l'avenir. Donc, c'est un accord très banal où un pays apporte des technologies pour financer des extractions de matières premières, reçoit une partie de ces matières premières en échange de son travail et utilise l'essentiel de ses ressources pour la reconstruction du pays en question. Donc, il faut voir l'accord final, mais je ne pense pas que Zelensky signe un accord qui remette en cause l'indépendance de son pays. Si en plus, les négociateurs ukrainiens ont réussi à glisser des phrases du genre ceci se fera aussi dans les terres aujourd'hui occupées par une puissance étrangère, ça serait la reconnaissance par les États-Unis que la Russie occupe d'une façon illégale une partie de l'Ukraine. On va voir ça. Sauf quand que on aura le texte. Les Russes disent aussi pas de problème pour travailler avec les Américains sur ces terres rares. Le dialogue
que reprend Vladimir Poutine avec Donald Trump, avec des termes assez élogieux du côté du président américain. Ça dit quoi? Que Vladimir Poutine est réhabilité, qu'il fascine le président américain, que c'est son nouvel allié? En mathématiques, on dit souvent, quand on ne sait pas démontrer quelque chose, tout se passe comme si. Oui. Alors aujourd'hui, on peut dire que tout se passe comme si M. Trump était un agent russe. Je ne dis pas qu'il est un agent russe, je n'en sais rien. Mais tout se passe comme si. Il agit dans l'intérêt de la Russie. Et il faut en prendre acte. Pour nous, Européens, tout se passe comme si. Voilà. Justement, Jacques Attali, est-ce que nous sommes les dindons de la farce dans ce dialogue qui se reprend dans cette... C'est d'une certaine façon une bonne nouvelle pour l'Europe, parce que je suis de ceux qui, depuis très longtemps, crient à la menace, souvent dans le désert, en disant « nous sommes seuls, si nous sommes attaqués un jour par qui que ce soit, personne ne nous défendra ». C'est vrai d'ailleurs depuis M. Obama. M. Obama non plus ne se prêtait pas à défendre l'Europe. Enfin, jusqu'ici, les Européens pensaient qu'il y avait ce parapluie de l'OTAN qui permettait... Justement, depuis longtemps, ce parapluie, et encore une fois, par les démocrates comme les républicains, qui ne s'intéressent plus du tout à l'Europe et qui s'intéressent plus à l'Asie. L'idée qu'un soldat américain vienne mourir sur les côtes françaises ou la mer Baltique est aujourd'hui peu probable. Ce n'est pas incertain, mais c'est peu probable. Ce n'est pas certain que ce soit, ça n'est pas lieu, mais c'est improbable. Donc, enfin, on prend conscience de ce que les États-Unis pourraient ne plus être là. Et on ne peut pas confier notre défense à cette incertitude. Mais ça veut dire que concrètement, Jacques Attali, il faut acter par exemple la mort de l'OTAN? Il faut faire comme si l'OTAN n'existait plus et créer les conditions que beaucoup, dont moi, rêvent depuis longtemps, c'est-à-dire une vraie défense européenne intégrée, avec des budgets significatifs, avec des moyens puissants. Et il faut noter que l'industrie de la défense n'est pas, c'est pas des dépenses qu'on envoie dans un trou, c'est des dépenses qui servent à la croissance. Vous dites c'est 5% de la richesse européenne qui devrait être consacrée à ça. Mais ce n'est pas des dépenses de gaspillage, c'est des dépenses qui créent des emplois, développent des technologies qui peuvent être aussi civiles, participent d'une croissance. Donc les dépenses de défense, bien sûr, moi je préférais qu'on les mette toutes dans l'écologie et dans la culture, mais il faut se protéger, et en particulier si on veut défendre l'écologie et la culture, il faut avoir une puissance militaire qui nous permette d'être entendus. Et vous dites, donc, si je comprends bien, Jacques Attali, que nous sommes à l'heure des choix. Emmanuel Macron, d'ailleurs, pour pousser les Européens à prendre leur destin en main, a mis en garde hier, depuis le Portugal où il est en visite d'État, contre la vassalisation heureuse. À qui il parle? Et deux, d'après vous, qui l'écoute? C'est une formule très juste. La vassalisation heureuse, c'est ce qu'on a connu pendant longtemps, face à des Américains qui nous donnaient le sentiment que tout allait bien. Moi, j'ai connu une période très dure. Sous François Mitterrand, je me souviens... Vous avez conseillé longtemps? Oui, je me souviens d'un jour où, dans une réunion au sommet, le président américain a lancé ses dossiers à la tête de François Mitterrand. Très violemment. Et donc, c'est pas toujours été tendre, les relations entre l'Europe, en particulier la France et les États-Unis. Mais il y a eu un moment ensuite où on a trouvé que tout allait bien et que c'était bien ainsi et que les États-Unis seraient toujours là pour nous défendre. C'est ce que pensaient les Allemands, c'est ce que pensaient les Hollandais, les Polonais, les Anglais. Maintenant, ils ont compris que ce n'est pas vrai. Et vous pensez, et donc vous êtes optimiste? Vous croyez qu'on va y arriver à cette Europe de la défense? Je pense qu'il y a aujourd'hui une bonne constellation. On a un chancelier nouveau allemand qui est pour, comme jamais d'ailleurs, il s'exprime beaucoup plus ouvertement que son prédécesseur et que celle qui était avant, Madame Merkel, qui était très, en fait, en réalité très anti-européenne, mais ça s'est pas trop vu. Et maintenant, on a un président français qui est évidemment très pro-européen et qui, de ce point de vue, fait, à mon sens, très bien ce qu'il a à faire comme président en matière de politique étrangère. Et donc, les circonstances sont bien placées pour y parvenir. Maintenant, il y a beaucoup d'obstacles. Ce n'est pas trop tard, Jacques Attali? C'est trop tard. Si les Russes nous attaquaient demain matin, on n'est pas prêt, ça c'est clair. Mais il n'est pas trop tard pour commencer. Et d'ailleurs, de ce point de vue, M. Trump, avec sa candeur désarmante, a dit ils ont construit une Union européenne pour nous emmerder. Je cite. C'est vrai. On a construit l'Européenne pour ne pas dépendre d'eux. Et d'ailleurs, si les Américains s'en étaient rendus compte à temps, ils nous auraient empêché de le faire. Ils nous auraient empêché de faire l'euro. Mais ils n'ont pas cru qu'on y arriverait.
Je pense qu'ils vont tout faire pour nous empêcher de faire une armée européenne. Ils vont tout faire pour forcer... c'est très simple, par exemple. Ils vont forcer si on augmente le budget militaire, il suffit de dire aux Polonais ou aux Allemands, ben, naturellement, avec ce budget militaire, vous continuez à acheter des armes américaines. Oui. Ce qui, évidemment, réduirait à néant l'idée d'une défense européenne. Vous venez de dire, Jacques Attali, qu'Emmanuel Macron menait les efforts qu'il fallait pour pousser l'Europe dans la voie de l'autonomie. Parce que j'insiste sur le fait que l'Europe de la défense, c'est d'abord une industrie de la défense et l'obligation pour les Européens d'acheter des armes européennes. Ce ne sont pas des achats communs d'armes américaines, c'est d'abord des armes européennes ou faites par des pays européens ou dans des alliances, comme ce qui peut exister par exemple pour Airbus. Exactement. Et des achats de ce point de vue-là, point très clair. On disait Emmanuel Macron affaibli par la dissolution, c'était la grille de lecture qui s'imposait sur la scène intérieure, notamment française, mais même européenne en réalité, après l'été dernier. Est-ce qu'il reprend du leadership Je trouve qu'il y a une certaine continuité de tous les présidents français, sans exception. C'est de porter le projet européen et la place de la France dans l'Europe. Donc il s'inscrit dans cette continuité et qui correspond à un assez large consensus de la classe politique française. Donc il continue à le faire et je pense, bien sûr, il a été très affaibli par la dissolution et tout ce qui a suivi. Mais lorsqu'il va voir Donald Trump, Jacques Attali, et qu'il repart en ayant le sentiment de l'avoir convaincu de ne pas entrer, de ne pas s'engager dans la guerre commerciale, et que 48 heures plus tard, le président américain annonce ses taxes. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Donald Trump ne l'estime pas ou peut peut dire tout et son contraire au même interlocuteur? C'est ça, il peut dire tout et son contraire à 24 heures d'intervalle ou même à 10 minutes d'intervalle. L'idée n'était pas de duper Emmanuel Macron, c'est Donald Trump qui supporte l'infamie de ce changement. Qui dit tout et n'importe quoi, mais avec toujours la même constance, dont d'ailleurs certains côtés sont compréhensibles. Quand Donald Trump essaye de défendre des intérêts américains sur par exemple le canal de Panama, ou même sur le Groenland, il défend les intérêts américains, on peut le comprendre. Et c'est pour ça que je vous parlais d'impérialisme, une forme d'impérialisme. Oui, c'est pas exactement la même chose. Impérialisme, c'est imposer aux autres une façon de gouverner. D'expansionnisme, là, je dirais, c'est une volonté de renforcer la souveraineté américaine. Il a besoin, pour renforcer la souveraineté américaine, d'avoir le contrôle du canal de Panama, d'avoir des chantiers navals. Il n'y a pas de chantier naval aux États-Unis. L'essentiel des chantiers navals sont en Chine. C'est pas acceptable. Et il n'y a pas de grands armateurs américains, ils sont d'ailleurs pour l'essentiel européens, et c'est très bien comme ça. Donc il y a des choses qu'on peut faire quand on est président américain pour renforcer la puissance américaine qui sont parfaitement légitimes, et je pense qu'il peut le faire. Mais aller plus loin et piétiner ses partenaires, ne pas concevoir que c'est en son intérêt de les défendre, c'est catastrophique à long terme. C'est d'ailleurs aussi catastrophique quand on voit qu'il s'apprête à démanteler non seulement l'aide internationale américaine, mais aussi le ministère des Affaires étrangères américain qui va être démantelé s'ils font ce qu'ils disent. Et ça veut dire que l'Amérique se referme sur elle-même, ne s'occupe plus du reste du monde. Ce qui arrive à une puissance en déclin, ce qui est le cas des États-Unis qui essayent en quelque sorte de sauver les meubles en s'occupant de l'essentiel pour elle. Jacques Attali, ce qui frappe aussi dans ces premiers mois, ce mois et demi en réalité, de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est le paradoxe sur le thème des libertés, avec un discours qui par exemple va très loin sur les libertés d'expression. Et on se souvient du sermon du vice-président américain J.D. Vance à Munich il y a quelques semaines, et dans le même temps une reprise en main très ferme. Vous évoquiez Jeff Bezos, c'est le patron du Washington Post, un grand journal américain, qui a annoncé que désormais les thèmes autorisés dans les éditos de son journal seraient limités. Il y a des sujets dont on ne peut plus parler. C'est aussi la Maison-Blanche qui met sur liste noire des médias s'ils ne reprennent pas le discours officiel. Que révèle ce paradoxe? D'un côté, un discours, on a fait des caisses, si j'ose dire, sur la liberté d'expression, et de l'autre, des actes qui ne suivent pas. C'est très classique dans la pensée libérale extrême, c'est de dire il faut une double liberté, liberté économique et liberté de parole, liberté politique, et tout va bien, c'est la démocratie, c'est la liberté du commerce. En réalité, si on fait ces libertés sans mettre en place des garde-fous, les libertés ne profitent qu'aux forts. Les libertés de parole ne profitent qu'à ceux qui ont les moyens d'avoir la parole et qui interdisent aux autres de parler, et la liberté économique ne profite qu'aux puissants. Et donc la double liberté, c'est en fait une double dictature s'il n'y a pas
des mécanismes de garde-fou. Et c'est un discours qui pénètre en France un certain nombre de sphères politiques. Aujourd'hui, par exemple, la chaîne C8, appartenant au groupe Canal, fermera ses portes parce qu'elle ne disposera plus de la fréquence pour émettre. On entend dire, notamment à la droite de l'échiquier, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Ce sont les juges qui limitent des libertés fondamentales. Est-ce que la fermeture de C8, c'est une atteinte à la liberté d'expression? Je ne me prononce pas. La justice a dit ce qu'il fallait dire. Donc je respecte la décision de la justice. Sauf qu'il est normal que toutes les expressions puissent s'exprimer dans la limite du respect du droit et dans la limite de la diffamation. Et il semblerait que cette chaîne, malgré beaucoup d'avertissements, n'ait pas respecté les règles du droit fixées par les limites de la Constitution et du droit français. Oui, mais en disant c'est une atteinte à la liberté d'expression, une partie de l'échiquier politique dit aussi c'est la faute des juges, c'est la faute de l'ARCOM, c'est la faute du Conseil d'État. C'est très important de voir cela. Et ça nous ramène au début de notre conversation. Monsieur Trump, président des États-Unis, va se trouver confronté avec les juges. Et il va essayer de passer outre. Or, on y est déjà, en fait. À certains moments, les juges sont plus démocratiques que les politiques. Puisqu'ils défendent, mais oui, parce qu'ils défendent le respect des lois. Si un politique veut faire n'importe quoi, il peut sortir de la démocratie, de la Constitution. Par exemple, si un homme politique dit bien, je vais prendre une décision qui n'est pas conforme au traité européen, eh bien, le juge va lui dire vous pouvez pas, parce que chose que peu de gens savent, ou en tout cas veulent se souvenir, les traités ont une valeur juridique supérieure aux lois nationales. Or, beaucoup de Français pensent, mais non, les traités, c'est pas aussi important que la loi nationale. Mais cela, un certain nombre de politiques appellent aussi à le remettre en cause. Alors ça, c'est impossible. C'est dans la Constitution, c'est une règle fondamentale du droit international. Les traités ont une valeur supérieure au droit national. La seule façon d'échapper à ce qu'impose un traité, c'est de renoncer à ce traité, de ne plus obéir. Ça s'appelle, pour les traités européens, sortir de l'Union européenne. Vous dites que le juge doit prémunir de la dictature des élus. J'ai écrit cela j'ai lu ça sous votre plume. Oui, c'est très important de s'en souvenir avant ce qui va arriver aux échéances présidentielles. Parce que dans les échéances présidentielles, on voit arriver des candidats, en particulier à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, qui vont dire les traités européens, ça n'a pas d'intérêt, on s'en occupe pas. Oui, mais si on s'en occupe pas, ça veut dire qu'on sort de l'Union européenne. C'est déjà ce qui se dit dans le cadre de la relation à l'Algérie avec l'accord de 68 qui a valeur de traité et un certain nombre de politiques français, le Premier ministre y compris, en disant s'il n'est pas respecté, il faudra le dénoncer. Oui, ça c'est possible. On peut dénoncer un traité, mais il faut le faire dans les formes et dans les règles. On ne peut pas désobéir à un traité sans le remettre en cause juridiquement. Pour ce traité, ça veut dire renoncer à un traité. Pour l'Union européenne, ça veut dire sortir de l'Union européenne. C'est très clair. Puisque je parlais d'Algérie, Benjamin Stora, hier sur ce plateau, disait que c'est la pire crise depuis 1962. Qu'est-ce que vous conseilleriez, vous, à à Emmanuel Macron, pour essayer de sortir de cette crise? Ça ne peut pas durer comme cela éternellement. Je pense qu'il est très important de tenir ferme sur des valeurs et des principes et de parler à la jeunesse algérienne pour qu'elle aide à faire évoluer un régime et qu'on sache que l'Algérie et la France ont des torts réciproques et essayer d'avancer. Dans les deux pays, il y a des gens qui ont construit leur carrière sur le ressentiment à l'égard de l'autre. Bon, maintenant, il faut passer outre. Ça fait plus de 60 ans, il faut passer outre. Ça, c'est le temps qui fera son œuvre. Écoutez, entre la France et l'Allemagne, il a fallu 10 ans, après des horreurs épouvantables, pour qu'on construise un avenir commun. Entre la France et l'Algérie, ça fait beaucoup plus longtemps. Un dernier mot sur la scène politique intérieure, Jacques Attali, sur cette idée de référendum sur les retraites qu'évoque ce matin le Premier ministre dans les colonnes du Figaro. Il dit si les partenaires sociaux échouent à se mettre d'accord, il faudra que les Français s'en ressaisissent. Est-ce que c'est une bonne idée? Je vous pose la question parce que vous considériez déjà au moment de la réforme que ce n'était peut-être pas l'alpha et l'oméga du débat public et qu'il fallait peut-être se concentrer sur d'autres choix d'avenir. Oui, il y a... Le problème avec un référendum, c'est qu'on peut répondre que par oui ou par non. Or, les retraites, c'est un sujet extrêmement compliqué. Et je pense qu'il vaut mieux en rester à l'idée de négocier tant entre partenaires sociaux qu'au Parlement que d'aller dans un référendum où, en général, les gens répondent à celui qui a posé la question et pas à la question posée. Emmanuel Macron dira bientôt quel référendum il compte soumettre aux Français et vous reviendrez nous en parler, Jacques Attali. Merci beaucoup de vous être arrêté ce matin dans le studio de RMC et BFM TV.